Bonjour Eric, tu vas bien? On se Bonjour. retrouve ici au Sud de France, à la Sud de France Arena pour le Ouais. Dynamite MMA. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Et après, on parlera de ta carrière, de tout ce que tu entreprends et de ta personne en fait. Alors, on va commencer par le Dynamite MMA. C'est un événement incroyable. C'est un événement fabuleux. Moi, je suis très fier, en fait, de pouvoir accompagner cet événement. Très fier parce que c'est la première fois dans ma vie, je crois, dans ma carrière en tout cas, que j'ai la chance d'accompagner un événement depuis le début. Ils sont venus me chercher avant même d'ouvrir les portes pour la première fois. Euh, je ne sais plus par quel biais on s'était rencontrés. Et ils m'ont parlé de ce qu'ils voulaient faire et j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite accroché parce que tout de suite, ils m'ont dit, voilà, on veut pas qu'il y ait que des combats, faut qu'il y ait du show, faut qu'il y ait plein de choses. Et moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je défends, en fait. Et c'est un événement que j'ai appris à aimer parce que j'étais comme tout le monde. En sortant du premier rendez-vous, pour être très clair, j'avais appelé ma femme pour lui dire, parce que ma femme, c'est mon meilleur conseiller. Et je lui dis, est-ce que tu penses qu'il faut que j'y aille? Parce que j'avais cette image du MMA, du truc violent. Et moi, dans ce que je fais, j'essaie de défendre un certain nombre de valeurs. Et je me posais la question de me dire, est-ce que je suis vraiment en phase avec ça? Et au final, en fait, je m'aperçois, enfin, quand tu le découvres de l'intérieur, il y a ce qu'on voit à la télé ou en short sur les réseaux, le côté qui peut paraître violent, mais c'est un sport engagé. Mais en fait, il y a deux choses essentielles qu'il faut comprendre avec le MMA. C'est que, à la différence de la boxe, par exemple, où tu vas chercher le KO, Ouais. donc vraiment à frapper, là, on va chercher la soumission. Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas non plus autant de combats que ça qui finissent par un KO. Il y en a même très peu finalement. Ok. Et beaucoup plus de combats qui vont finir par de la soumission. Et la soumission, c'est très technique. MMA, c'est quoi? C'est Mixed Martial Art, c'est-à-dire c'est le mix de tout ce qui existe en termes d'art martial. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que c'est très beau à voir quand tu t'intéresses vraiment. Et la deuxième chose, très importante, c'est que moi qui ai la chance incroyable de pouvoir rencontrer les combattants avant, sur les pesées, sur les moments médiatiques, etc., c'est que ce sont que des gens, que des jeunes filles, que des garçons qui sont d'une gentillesse, d'une politesse, qui ont un vrai socle de valeurs, vraiment. Ils sont pas là par hasard. Et il y a une fraternité entre eux qui est incroyable. Alors après, effectivement, quand ils franchissent cette porte-là, ils sont en mode combat. Moi, ça m'est arrivé de discuter, de plaisanter, de passer un bon moment avec un combattant. Et quand il rentre, qu'il fait le tour et qu'il me check, de croiser son regard, C'est plus et le même homme. franchement, je leur ai même pas demandé l'heure. Ok. Tu vois, mais dès que le combat est fini, il switch. Et moi, c'est ça qui me fascine. Ok. C'est d'arriver à avoir cette maîtrise de ton émotion à ce point-là que tu es capable et ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, justement. Et bah c'est la relance parfaite. Tu parles d'émotion justement. Ouais. En tant que speaker, c'est l'un de tes rôles principaux. On en parlait hors caméra. Est-ce que tu peux expliquer ton rôle de speaker et comment tu arrives à jouer avec les émotions du public? Alors, pour expliquer ce que c'est qu'un speaker, je vais expliquer ce que je ne suis pas. Parce que souvent, quand on parle de speaker, on met la phrase derrière et souvent on me dit ah bravo, t'as mis l'ambiance. Non, moi je suis incapable de mettre l'ambiance. Et c'est pas mon métier. Euh, Incapable de le faire. Si là tu mets 8000 personnes ici, tu vires tout ça, tu vires tout le reste, tu vires la communication qui est avant, tu me donnes un micro, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Je n'ai pas cette capacité-là. Et je pense sincèrement que personne ne l'a. Ok. Beyoncé sur scène, Si elle est toute seule. même si c'est Beyoncé, mais il y a tout ce qui va autour qui fait que ça met les gens dans des conditions. Moi, mon boulot aujourd'hui, il est à la fois celui de chef d'orchestre et d'une certaine façon un travail de mentaliste. Donc, un travail de chef d'orchestre, parce que évidemment, je ne suis pas seul. On va prendre un cas comme le MHB, parce que je fais le MHB, je fais le volley à Montpellier, je fais le BLMA, le club de basket de première division féminine. Et on pourrait y revenir, j'ai une vraie appétence pour le sport féminin, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Mais si on prend le MHB, par exemple, il y a les Blue Fox, le club de supporters, qui sont là, qui jouent leur partition, et on travaille beaucoup avec eux sur cette synchronisation. Il y a les personnes qui vont venir ici, par exemple, ce soir pour la première fois. Et si on n'a qu'un discours de spécialistes, de supporters, de personnes engagées, ils vont pas adhérer. Ouais, ils font pas Donc, il derrière. faut que je sois capable de me mettre aussi au niveau de tout le monde, qu'un enfant de 5 ans comprenne tout ce que je vais dire. Et mon boulot, c'est d'être le chef d'orchestre et d'arriver. Il y a Brian qui travaille avec moi également et qui envoie tous les sons alors, je travaille avec deux personnes, Brian et Raphaël, euh, qui sont des orfèvres, parce qu'on travaille beaucoup sur cette deuxième partie qui est l'empathie. On y reviendra dans 2 secondes. Et en fait, ils savent quels sons envoyer à quel moment. Et moi, mon boulot, justement, il est de ressentir la foule.
Le métier de speaker, c'est arriver à être très empathique. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a peu de temps. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, à peu près, enfin 9 ans, 10 ans l'année prochaine. Euh, et en fait, j'ai découvert qu'il y a beaucoup d'empathie. D'arriver à comprendre comment vit une foule. On a tous des émotions. Des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire, lui, je le sens pas, ou tiens, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vraiment adoré. On accroche tout de Ouais, suite. Ça, c'est le cercle des émotions. Je ne voudrais pas faire de la psycho de comptoir, mais moi, j'essaye de me former justement sur les neurosciences, sur la partie émotionnelle, pour arriver à comprendre ça, en fait. Et tu t'aperçois qu'une foule, elle arrive à créer sa propre émotion commune. Et, euh, et le fait d'arriver à ressentir ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, moi, mon boulot, il est d'anticiper. D'anticiper avant que la foule ne tombe complètement, ou même des fois de me dire non, ils n'ont pas besoin de moi. ouais, Ils vivent tout seuls. Et donc, arriver à sentir justement ce que vit la foule, ça fait partie vraiment complète de ton métier. de ce métier. Et, et, et voilà, et après, on met des choses en place. Un moment très important, c'est ce qu'on appelle chez nous le momentum. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans un match, dans une animation qui fait basculer les choses. Ok. Quand ton équipe elle est menée au score et qu'elle remonte, et le moment, les 2 derniers points juste avant qu'il ne remonte, l'égalisation et on passe devant, ça c'est un momentum. Ouais. Donc c'est là où il faut que je sois présent. Ou au contraire que je laisse la foule parce que tout va bien. Et puis le moment où, arriver à anticiper, peut-être le moment où l'équipe adverse prend le devant, ça faut pas le rater parce que si tu le rates, t'es Tu mort. perds le public. Ouais, tu perds le public complètement. Et donc, tu as ce rôle-là de speaker. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on aborde les autres facettes de ta vie parce que tu es quand même quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses, qui tente beaucoup de choses aussi. Ouais, Tu parlais récemment dans une interview du sportainment. ouais. Est-ce que tu peux parler de tout cet aspect-là? Est-ce que tu peux le définir déjà et Je vais d'essayer essayer de de le nous résumer expliquer? Ouais, surtout. c'est ça. Je vais essayer de le résumer surtout. Le sportainment, c'est quoi? C'est la contraction de sport et entertainment. L'entertainment, c'est la capacité de former, d'informer et d'influencer par le biais du divertissement. Ok. Aujourd'hui, je travaille, moi, avec des boîtes assez importantes comme Groupama sur leur formation où on rajoute du divertissement, de la musique, de la vidéo animée, etc., pour arriver à accompagner un processus de formation. Former quelqu'un à la question ouverte, ce que tu connais parfaitement en tant que journaliste, eh bien, on va le passer par un Cluedo, par exemple. Et puis, après le repas, après une pause, on va mettre un energizer en place, etc. Mais par contre, on le fait vraiment sur l'ensemble du process parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant. Ça, c'est l'entertainment. Donc, le sportainment, c'est comprendre qu'aujourd'hui, on consomme plus le sport aujourd'hui comme avant. Avant, il y avait 2 équipes, un arbitre, le public venait. Depuis, il y a eu Internet, il y a eu Canal+, qui a révolutionné la façon de montrer le sport à la télévision, avec la Luma, avec les caméras Ouais. embarquées. Ils ont augmenté l'expérience. Et donc, du coup, le sport a dû contre-attaquer et produire sa propre expérience. Ok. Et comme les besoins financiers sont de plus en plus importants, que les stades deviennent de plus en plus importants, il faut amener d'autres publics. Dans le sport, il y a 3 types de publics. Tu as les supporters, les ultras, ceux qui ont le club tatoué dans le cœur, les Blue Fox par exemple, j'en parlais tout à l'heure, Pour le handball. qui ont fait 3 fois le tour du monde dans des bus, parce que c'est 14 heures de bus aller pour aller en Hongrie, 14 heures de bus retour pour un match qui dure max 2 heures, tu vois, Ouais. sur l'ensemble du process. C'est des gens qui sont extrêmement engagés. Et quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en advienne, ils seront derrière le club. Après, tu as les fans de sport, Ouais. souvent des jeunes. C'est souvent associé à la notion du pari sportif. Ok. Les jeunes se sont beaucoup mis à s'intéresser à tout ce qui est la statistique, par exemple, parce que derrière, ça aide évidemment le pari sportif. Et ça a créé finalement un public qui peut venir voir le mardi du volley à Le jeudi, le hand, Castelnau-le-Lez, le jeudi le hand, le samedi le du basket basket. féminin, etc. Et puis ça marche par famille, Ok. water-polo, rugby, handball, par exemple, parce Ok, que c'est des d'accord, oui. sports d'équipe qui sont des sports un peu de contact, etc. Donc on est un peu dans le même univers. Puis après, tu as une troisième cible, celle qu'on essaye vraiment d'aller flatter, d'aller draguer, La famille. c'est la famille. Et à eux, il faut leur vendre autre chose. Le sport est juste un support. Aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite après un match de baseball. 86% des gens ne connaissaient pas le résultat final. Mais on vient passer autre chose. On vient passer un moment qui est particulier.
Ok. Et donc, moi, j'essaie de développer ça et surtout, et c'est le plus important, de professionnaliser. Donc, la musique, par exemple, on commence toutes nos playlists musicales. Moi, j'ai bossé 13 ans dans le groupe Énergie, j'ai produit des DJ, j'ai produit de la musique. Ouais. Je me suis beaucoup intéressé sur ces modes opératoires-là. Un DJ, s'il envoie du steak et puis qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte et qu'il joue pendant 4 heures, bah, il n'est pas bon. Un DJ, il monte et puis il descend le rythme, Ouais. etc. Il remonte pour travailler sur les émotions. Et puis quand les gens sont au top, généralement là, il faut s'arrêter pour être capable de travailler sur la frustration pour que les gens puissent avoir Profiter besoin plus. d'en vouloir encore. Ok. Ah ben, on prend à peu près les mêmes modèles. On commence aujourd'hui la musique à 90 BPM, battements par minute. On finit à 160 BPM parce que c'est le rythme auquel on tape dans les mains. Si on arrivait et qu'on envoyait le steak tout de suite, la musique très très vite, c'est comme si tu arrivais dans une fête d'anniversaire à 2 heures du matin, tout le monde Ouais. est à 12 grammes et toi tu arrives et tu sors d'un cours de physique-chimie. Tu n'es pas en phase, donc tu vas pas adhérer Tu vas tout de pas suite. adhérer. Et on fait tout ce qu'on fait, vraiment sur le parcours d'expérience client. J'essaye vraiment de mettre de la professionnalisation dessus. J'essaye vraiment là, en ce moment, par exemple, j'essaie de travailler, je vais sans doute bosser avec une jeune femme qui est docteur en neurosciences et en cognitif pour essayer de comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure. Comment une foule fonctionne. Qu'est-ce qui fait que, comment on peut gérer encore mieux le momentum et surtout toute cette littérature à force qu'on a écrite, essayer de mettre un vernis un peu scientifique dessus pour arriver à l'expliquer. Ok. Et donc moi, ça fait 10 ans que je travaille sur la notion du modèle économique, la notion du modèle économique dans le sport, parce que le sport aujourd'hui, il a du mal à trouver certains modèles économiques. Le sport en France, 70% du sport en France, il est financé par les collectivités locales. On sait qu'on est dans un pays où il n'y a pas toujours autant d'argent qu'il y en a Ouais. eu avant et qu'il faut faire des choix et que le choix des collectivités, et c'est pas de leur faute, elles n'ont pas le choix, va être de diminuer, c'est déjà le cas. Et donc forcément, à partir du moment où ton modèle économique est basé sur des subventions et que ces subventions-là n'arrivent plus, ben, il faut inventer autre chose. C'est comment et on est arrivé depuis 10 ans en mode laboratoire. Tu l'as dit, je tente beaucoup de choses, tout réussit pas, mais moi j'adore ça. On a accompagné une 20-30 clubs. On a lancé plein de choses, essayé plein de choses, 90% n'a pas marché. Ok. Mais les 10% qui fonctionnent nous permettent de mettre en place des réflexions Ok. et puis après d'essayer de voir comment on peut les faire activer ailleurs parce qu'il n'y a aucun rapport entre un club de rugby du sud-ouest et un club de volley du nord. C'est des univers radicalement différents. Donc on est parti aujourd'hui plutôt sur l'idée de se dire un club ne doit pas rester que dans sa bulle sportive, Ok. il doit aller bien au-delà, il doit être capable d'aller bien au-delà, ne pas parler que de sport, parce qu'il doit devenir une marque. Ok, Et d'accord. quand tu es un club de sport, que tu es une marque, tu as toute légitimité après pour aller faire du sport en entreprise, pour aller faire des séminaires, Ouais. pour aller faire des conférences. Et en fait, avec un concept associatif, parce qu'il n'y a pas de modèle économique que j'ai créé, qui s'appelle Nour Sport et Entertainment, on a travaillé là-dessus et j'ai à peu près établi qu'il y avait 9 verticales de levier de croissance Ok. sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour essayer à terme, on va pas claquer des doigts, ça fait 50 ans qu'on a un modèle, on change pas voilà, On ce change pas tout du jour au modèle-là lendemain. du jour au lendemain, mais voilà, d'arriver à faire comprendre, parce que c'est ça le plus important. Quand tu fais la même chose depuis des années, le cerveau, il est comme ça, c'est notre pire ennemi, le cerveau. Hein. Le cerveau, il a horreur du changement, il a horreur de l'inconnu. Donc quand tu dis, bah, ce que vous faites là aujourd'hui, il va falloir peut-être le mettre de côté et inventer autre chose, c'est pas l'individu qui veut pas, c'est son cerveau qui résiste à ça. Typiquement, un sportif de haut niveau, pourquoi ils sont à ce niveau-là, les gens qu'on va voir ce soir dans la cage? Parce qu'ils sont capables de maîtriser ce qu'on appelle le mindset, ton état d'esprit, pour pouvoir aller te faire Se battre. mal tous les jours, à l'entraînement, etc., Ok. etc. Parce que le matin, quand tu te lèves un dimanche matin et que tu as le choix entre aller courir sous la pluie pendant 1h30 ou mettre ton cul sur ton canapé devant Netflix, et ton cerveau est le premier à te Oui. dire ah, tu iras courir demain. Et du coup, moi, ça m'intéresse cet aspect-là. Tu as parlé d'une marque, en fait, que les clubs puissent devenir une marque. Hmm. Selon toi, le fait de vendre des billets pour un match serait comme vendre un produit, en fait. C'est un produit. Ok. L'expérience, ce qu'on fait ce soir, toutes les animations qu'on va mettre en place, là, je sais pas, on ne peut pas le voir à la caméra, mais on a une Luma, une image Oui. particulière, c'est la marque que l'on vend. Donc, c'est vraiment d'arriver à vendre un état d'esprit et quelque chose sur lequel les gens peuvent,
très bien imaginer demain des salles de sport au nom d'un club, etc., etc. Enfin, on pourrait tout imaginer. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais par contre, moi, j'ai la certitude qu'il faut réfléchir différemment. Bon, on a maintenant changé de décor, on se retrouve dans les loges. L'installation Espace était en VIP, train de se mettre en ici, c'est un place. des C'est espaces ça, VIP espace VIP de de l'Arena. l'Arena où voilà, les gens peuvent se retrouver au début ou à la fin. Donc voilà, c'était tout en train de se mettre en place, les Ça commence à éclairages. faire un peu de bruit, oui. Ça Ouais, commence on à avait faire un peu de de mal bruit. à... Ça La pression commence à à... monter peut-être. Oui, bien sûr. Même si c'est peut-être le 30e Arena que je fais, je crois que je suis l'artiste qui utilise le plus et qui se produit le plus finalement à l'Arena, même si c'est une toute petite part. Mais t'arrives jamais à t'habituer à ça en fait, et je ne veux surtout pas m'habituer à ça parce que moi, chez les 7 nains, je serais inquiet et j'ai toujours ce truc de dire voilà, est-ce que je vais être bon, est-ce que je vais réussir, est-ce que j'ai rien oublié, etc. Et c'est toujours cet ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, ça te met pas dans une angoisse, mais voilà, il y a toujours une espèce de petite boule dans le ventre. Et je pense que le jour où j'aurai plus cette boule dans le ventre, il faudra que j'arrête. Ok. Ouais, Parce tout que simplement. là, tu l'as encore la boule dans le ventre? Ah, toujours, toujours. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Là, hier, j'ai travaillé pour la première fois avec le MHSC féminin. Je dors pas. Enfin, voilà, ça Ok. me fait, ça m'impacte toujours, évidemment, bien sûr. C'est Et bon il signe. faut que ça m'impacte, bien sûr. Ça bien veut dire sûr. que tu prends ton boulot à cœur et que. Ah oui, 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 bien sûr. Et Complètement. justement, tu as parlé du MHSC féminin et de cette première fois. Ouais, Est-ce que tu prends chaque sport différemment? bien sûr. Ouais. Et comment tu les appréhendes ces sports? En De fait, quelle, de c'est quelle par manière tu les rapport à ce qu'ils différencies? sont, par rapport au public, par rapport à l'histoire qu'on veut écrire. Ok. Pour l'instant, le MHSC féminin, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt, parce que si ça se trouve, au bout de 2 matchs, ils vont me dire merci, ça fait pas l'affaire, et je peux le comprendre complètement. Hein. On n'est pas obligé de pouvoir correspondre tout le temps ni au public, ni aux attentes, etc., etc. Mais par exemple, pour prendre les 3 clubs majeurs avec lesquels je travaille, le Montpellier est une institution. On fait des choses musicales qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle mainstream, généralisées, etc., etc. J'ai une attitude qui est un peu moins, on va dire, basée sur l'animation, etc. J'ai un peu plus de retenue parce que, encore une fois, c'est une institution, un club qui a un nombre de titres incalculable. Le BLMA, c'est un club avec une salle plus petite, plus de proximité. On travaille beaucoup l'aspect familial. Donc, j'ai naturellement beaucoup plus de proximité avec les gens. Musicalement, on reste dans cet univers un peu rap US, NBA, mais on essaye plutôt d'être rap un peu plus français, Ok. mettre un peu de musique soleil. On a développé un truc qui s'appelle le BLMA Music Center où en gros on met des artistes locaux en avant parce qu'il y a un attachement, on met des associations locales de latte parce que le club c'est Montpellier Latte. Ouais. Donc on met latte en avant par le biais aussi des associations, Ouais. c'est important. Et le volley c'est du jeu d'échecs en fait, quand tu Ok. comprends un peu le volley. Donc les gens qui jouent au volley, non pas que les autres soient des idiots, mais ont voilà, une vision qui est beaucoup plus posée, etc. Donc là, on va avoir, et on essaye dans tous les clubs, mais là particulièrement, d'avoir une identité sud, locale, Ok. beaucoup de musique gypsy, etc., beaucoup de musique soleil, et moi, une animation qui est beaucoup plus basée sur la rigolade, sur la déconnade en quelque sorte, parce qu'un match de volley, tu sais comment ça commence, tu sais jamais quand ça finit, Ouais. ça n'arrête pas de s'arrêter, on peut pas travailler sur l'énergie, on travaille sur une énergie long terme, c'est-à-dire en gros, allez, on commence vraiment à travailler de l'animation, le début de ce que je fais dans d'autres clubs comme le BLMA, etc., va commencer entre il y a 25 points, c'est entre le 18e et le 19e point que je commence vraiment à me mettre sur une action d'animation pour finir sur les derniers points. Et ce que je disais tout à l'heure, le fameux momentum, arriver à comprendre ce qui se passe, est-ce que l'équipe lâche, est-ce qu'elle a besoin d'eux. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je sens que l'équipe elle a vraiment du mal à faire mettre les gens debout. Ok. Ça, c'est une bonne technique parce que quand tu es debout, l'énergie que tu développes n'est pas du tout la même Ouais, que bien quand sûr. tu es assis. Et ça provoque quelque part un impact plus important parce que les gens parlent plus fort, que ça met un peu plus de pression sur les gens contre qui on joue parce que les gens se mettent debout, etc. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on essaye encore une fois de professionnaliser, de paramétrer, etc. Cette notion d'atmosphère, est-ce que tu arrives à la ressentir d'un soir à l'autre dans le sens où quand tu speaks, est-ce que tu arrives à te dire ce soir c'est un grand soir, ce soir il y a beaucoup d'ambiance?
Ou est-ce que c'est J'ai les gens qui te le disent? systématiquement dans tous les clubs 2 petits tests que je fais à H-15 et H-5, parce que ça aussi, la notion du timing, elle est super importante. On est rediffusé en télé chez certains et même ça correspond vraiment, enfin, tout est paramétré dans des fichiers Excel avant qu'on essaye de bouger, de changer, et cetera. Mais oui, je sens. Je vais essayer de me souvenir, par exemple, du dernier match qu'on a fait à l'Arena la saison dernière. C'était pile poil au même moment que la MHB Cup, où tu as plein de gamins, plus de 1000 OK. gamins qui viennent de toute la France pour faire un tournoi sur herbe de handball. Et après, forcément, ils viennent. Et ces gamins-là, ils vivent un instant incroyable parce qu'ils sont fans. Ils sont fans de hand et ils viennent voir leur star en quelque sorte. Et donc, forcément, pour ces gamins-là, c'est quelque chose qui est un moment clé chez eux. Donc, ils ont une énergie. Généralement, euh, dans les petites salles où on joue, il y a des gens qui viennent habituellement. OK. Donc, ils viennent dans une notion d'habitude. Quand on fait un match ici à l'Arena, il y C'est a un un événement. événement. Et donc, il y a plein de gens qui viennent peut-être pour la première fois, qui viennent d'un peu plus loin, qui viennent peut-être plus aussi pour soutenir l'équipe OK. qui joue contre toi. Ouais, je Donc, vois. c'est tous ces paramètres que tu vas prendre en charge et pour arriver à comprendre. Mais des fois, après, c'est ça la magie et ce que j'adore dans le sport, c'est que c'est le seul spectacle où aucun scénario ne peut être écrit à l'avance. Carrément. Et c'est ça qui est magique. Et justement, quand tu parles de magie, etc., tu es quelqu'un qui a un rôle très proche du public. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir au basket, au hand, et à chaque fois, tu peux avoir quelques petites interactions avec ton public. Bien Tu sûr. vas les Ouais. titiller, etc. Et il y a une notion que je trouve très intéressante avec toi, c'est l'interdiction du téléphone. Et moi, j'aimerais beaucoup en parler de ça. Est-ce que pour toi, le téléphone, ça nuit à l'ambiance d'un public? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui, parce que c'est con, hein, mais quand tu es là, bah, tu n'es pas là. Donc, forcément, je le fais de façon plaisante, mais derrière, oui, effectivement, il y a un vrai Il y a une sujet. intention. Il y a un vrai sujet qui est que j'ai besoin, moi, d'un public qui, à un moment donné, et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est là où le sport devient magique. Parce que c'est une étape mémorielle importante. Tout le monde se souvient où il était quand la France a été championne du monde C'est pour la vrai. première fois, la deuxième fois. Et c'est un moment qui permet de s'évader. Et c'est vraiment ce que je recherche à faire. C'est Ok. que les gens puissent rentrer dans la physionomie du match pour à un moment donné parvenir à s'évader. Moi, je suis pas du tout. Alors, forcément, les clubs avec lesquels je travaille, euh, je regarde les stades, je regarde s'ils gagnent parce que c'est des gens avec qui j'ai un affect avec le temps. Mais sinon, je m'en fous. Moi, c'est Ok. pas le sujet pour moi. Moi, mon sujet, c'est de créer des moments rares dont les gens vont se souvenir, dont les plus jeunes vont pouvoir prendre modèle sur un sportif de haut niveau, sur une sportive de haut niveau. J'ai rien contre eux, mais je préfère qu'ils le fassent pour des sportifs que pour des artistes de Ok. télé-réalité, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Ça, c'est le socle de valeur que j'essaye de mettre. Mais, euh, mais donc, du coup, le cognitif est extrêmement important. Donc, si je commence à m'évader sur mon téléphone, et le mot s'évader veut vraiment dire ce qu'il veut dire, hein, ton cerveau part. Ouais, c'est vrai. On a tous regardé un truc rapide sur Instagram et on se retrouve 3 heures après à regarder des petits chats, quoi. On s'est évadé. Ok. Et donc ça, voilà, il faut qu'on arrive un peu à ce que les gens prennent leur téléphone, le mettent dans la poche, Et vive le moment. l'utilisent pour partager leurs émotions sur les réseaux avant, à la mi-temps, après, mais pas pendant, parce que pendant, j'ai besoin de leur cerveau. Et comment tu te prépares pour des rencontres? Justement, tu as dit que c'était très différent Mhm. d'animer un événement de volley et d'animer un événement de basket. Comment tu te prépares pour ces événements-là? C'est 6 personnes qui bossent avec moi sur la musique. On fait beaucoup de recherches sur la musique. On travaille beaucoup là-dessus, sur ce qu'on appelle les hooks. Quand il y a un but, un panier, c'est une petite musique de 5 secondes. On s'aperçoit que certains fonctionnent pas. Ok. Donc il y a une notion d'analyse après chacun des matchs. Ce qu'on appelle les momentum. On essaye de trouver, chaque fois qu'on prépare un match, par exemple toutes les animations, on va pas faire une hola si on est en train de se faire plier. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on est obligé de prévoir en fait presque tous les scénarios possibles. Ok. Et donc, ça veut dire qu'on démultiplie. Il y a la fréquence aussi, 22 matchs par an en moyenne. Ça veut dire que 22 fois, on fait presque le même spectacle. Donc là, on travaille beaucoup, on est en train d'écrire une bibliothèque d'animation. On en est à 55 animations, 55 temps morts classés par mascotte, pas mascotte, Ok. musical, pas musical. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit chaque fois différent, tout en conservant un ou deux temps morts qui puissent revenir pendant 3 mois à chaque fois, Pour créer créer une quelque habitude. chose, voilà. Et après, bah, tout ça,
on le teste, on continue à prendre des murs monumentaux. Il y a des fois où sur le papier, on se dit ça va défoncer, ça va être bien, et alors qu'en fait, ça fonctionne pas du tout. Puis des choses, moi, où il y a des gens avec qui je travaille, parce que j'ai une petite équipe autour de moi, et on dit ouais, si ça va être bien, j'y crois pas du tout. Je leur fais confiance, on y va, et boum, ça marche. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote particulière d'un soir où tu te disais, oh, ça va être plutôt lourd, et au final, ça marche très bien À un moment donné, on avait travaillé avec le foot, le MHSC, mais foot, et je voulais, parce que c'est compliqué un stade, c'est encore autre chose, et je voulais qu'on travaille vraiment la partie scénario mascotte. Et ça, par exemple, je me rends compte que ça n'a pas du tout marché. Ok. J'y croyais dur comme fer, mais ça n'a pas du tout marché. Et en fait, je me suis aperçu après coup, parce que là, pour le coup, je m'étais laissé un peu inspirer par ce qu'on voit sur les réseaux avec les mascottes. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que tous ces scénarios-là qu'on voit sur les réseaux sociaux sont tournés pendant un match, mais en dehors de l'attention du public. C'est peut aussi être tourné pendant que ça joue, dans un coin de tribune, c'est filmé, c'est paramétré, c'est préparé, il y Ok. a des acteurs qui viennent jouer même le rôle de certains, mais enfin du public, mais tout ceci c'est du marketing. Ok. C'est voilà. Donc ça, on est en train de réfléchir. Ça sera pour nous sans doute la prochaine étape. Et donc, moi, j'aimerais en revenir justement à toutes ces étapes d'entrepreneuriat que tu as pu connaître. Mmh. Quand tu parlais de Nour tout à l'heure, est-ce que Ouais. tu peux expliquer concrètement ce que ça représente? Concrètement, comment tu peux t'investir dedans et qu'est-ce que vous arrivez à faire? Nour, c'est pas une entreprise, c'est une mission. C'est une mission, ok. C'est une mission, c'est d'arriver à réfléchir. Alors là, on va peut-être commencer un peu à réfléchir en termes entrepreneurial, parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on a constitué une espèce d'immense bibliothèque d'idées, de réflexions, de sujets, d'actions. On essaye maintenant, comme je le disais tout à l'heure, de mettre un vernis un peu, je dirais, scientifique dessus, d'expliquer. Je suis capable d'expliquer la musique parce que j'ai été producteur de musique, donc je sais pourquoi, comment. Ok. Euh, et après, l'idée, c'est qu'on est en train de travailler sur une plateforme qui va accompagner, aider toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il faut faire différemment, Ok. pour les inspirer. Essayer de les réunir dans cette plateforme pour qu'ils puissent discuter entre eux. Encore une fois, l'objectif ne sera jamais de dire voici les gars ce qu'il faut faire, vous l'appliquez, ça va marcher. Ça, c'est pas vrai. C'est d'accompagner. Ouais, ouais. C'est vraiment de dire nous, ça fait 10 ans, on a produit ça, on va le partager avec vous. Alors, il y a un modèle économique évidemment derrière, parce que l'objectif, c'est aussi de récupérer des moyens pour aller un peu plus Ouais, loin. bien sûr. Voilà, on essaye d'aller aujourd'hui sur l'idée de le prouver, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Scherer. Le syndrome de Scherer, c'est quoi? C'est un type qui est allé braquer dans les années 90, je crois, 3 banques, et il n'a pas mis de masque, il n'a pas mis de cagoule, il s'est enduit le visage de jus de citron, parce qu'il était persuadé, comme l'encre invisible, que le citron sur son visage allait rendre son visage invisible aux caméras. Ok. Bon, spoiler alerte, le mec s'est fait arrêter au bout de 2 jours. Même moins, je crois, il est en prison. Et là, il y a 2 psychologues qui se sont intéressés à lui. L'autre, j'ai oublié le nom, c'est Dunning-Kruger, je crois. Dunning et Kruger. Et qui se sont dit, ce mec est magique, quoi. Et en fait, ça dit aujourd'hui que moins les gens ont de connaissances, de compétences dans un domaine, et plus ils sont persuadés d'avoir raison. Ok, Et d'accord. c'est un peu contre ça aussi qu'on se combat. Parce que, en gros, c'est comme pendant une Coupe du Monde. Tu as 66 millions d'entraîneurs. Tout le monde devient entraîneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui regardent ce qui se passe aux États-Unis et qui se disent ah bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Pas Ok. du tout. On n'a pas les mêmes logiques, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même valeur. L'entertainment, le sportainment ne vient pas du tout des États-Unis. Ok. C'est les Romains qui l'ont créé. Quand tu regardes aujourd'hui une arène romaine, on raconte une histoire, le storytelling. C'est-à-dire que chaque combat racontait, reprenait ce qui se passait à l'époque d'une bataille, etc. Les très très riches étaient en bas, Ouais. la plèvre était en haut. Ils travaillaient énormément. Moi, j'avais travaillé sur le Colisée de Rome. Ils travaillaient énormément sur les sorties, etc. Quand il faisait très chaud, ils avaient un système de brumisateur. Il y avait 2 compagnies de marins qui tendaient comme ça des grandes bâches au-dessus pour cacher du soleil. Il y avait de la musique. Il y avait un speaker déjà à l'époque. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui a été inventé en fait par les Romains. Comme les Américains savent très bien le faire, ils récupèrent la donnée, ils la transforment, ils mettent leur marketing Ouais. dessus. Et comme eux, une olive dans un bol, c'est amazing, ils rajoutent cette sphère dessus et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis. Ok. Et du coup, pour toi, ce processus de scientifisation du sport, ça peut conduire justement à acquérir justement plus d'ambiance. J'espère, mais
Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans le monde demain? Ah non, franchement, Est-ce non. que tu sais ce que l'IA va provoquer dans les 2 ans, 3 ans, et cetera? Moi, je ne fais que prendre ce que je vis, que prendre mes émotions, mes connaissances et mes compétences. Moi, je suis un expert. Un expert, c'est quoi? La notion de l'expertise, c'est quelqu'un qui a résisté à des expériences. Ok. Depuis 10 ans, des balles dans Ouais, la gueule, j'en ai pris, des murs dans la gueule, j'en ai pris. Donc c'est ça en fait. Je ne t'explique pas ce qu'il faut faire. Je suis capable de te dire ça que c'est bien, selon ça mon c'est bon. expérience, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ok. Et par déduction, arriver à comprendre là où on se sent un peu mieux. Maintenant, encore une fois, ce qui est vrai ici à Montpellier, où on a un public très particulier, parce que la notion de supporterisme vient avec la notion d'identité. Je supporte mon club parce que je suis attaché à ma ville. Ouais. 25% de la population est montpelliéraine. Tout le reste sont des gens qui viennent de partout. Ok. Donc il n'y a pas d'identité. Quel est le plat, la spécialité montpelliéraine? Sincèrement, je saurais pas Je ne dire. cherche pas, il n'y en a pas. On est la seule ville en France où il n'y a pas de spécialité montpelliéraine. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a 800 ans, première fac de médecine au monde. Les gens venaient du monde entier et Montpellier, pour se former, et Montpellier devenait, est devenu, et toujours depuis, une zone de transition. Ok. Donc nous, on a plus de fans de sport et de spectateurs que de supporters. Ok. Mais voilà, mais moi aujourd'hui, je vais dans une direction, j'ai réussi à certains résultats, ça me convient aujourd'hui pour ce que j'ai. On essaye de le partager à d'autres. Moi, je suis dans un groupe, on est sur un groupe WhatsApp 200 speakers en France, on partage, on échange. J'ai monté un sujet qui s'appelle le Labs. Je me rends compte effectivement que la notion de professionnalisation, elle n'est pas partout pareille. Il y a beaucoup de speakers qui sont avant tout des supporters. Ok. Et quand je parlais tout à l'heure d'empathie, il ne faut pas confondre empathie et sympathie. Et en fait, il y a beaucoup de speakers qui aujourd'hui fonctionnent en sympathie avec les éléments du match. C'est quoi la différence? Ton copain vient de se faire larguer, il vient pleurer. L'empathie, c'est OK, je comprends que tu Tu sois sens mal. triste. Viens, on va aller boire des bières, on va aller boire des coups. Voilà. La sympathie, c'est tu pleures avec lui. Ok. Tu acceptes et tu intègres son émotion. Moi, s'il y a une mauvaise décision arbitrale, Tu vas pas rajouter une caisse. il ne faut pas que ça m'impacte. Je ne peux pas être sympathique. Ok. Je suis empathique, je comprends les émotions, je comprends l'émotion de la foule, mais moi-même, il faut que je me préserve. Parce que moi, j'ai un rôle de métronome, encore une fois, de maître d'orchestre, de chef d'orchestre. Et donc, si je rentre trop dans l'émotion, c'est compliqué. Mais l'émotion, enfin, peut-être que c'est que moi, c'est un sujet, il faut que j'arrive à discuter avec d'autres speakers, mais quand j'ai des grosses semaines où j'ai 3, 4, 5, 6 matchs, là j'en ai eu par exemple, j'ai eu 4 matchs et que des matchs, 2 Avec des matchs à renversements. l'arena avec des renversements, etc. Je suis rentré chez moi le dimanche, je vous promets, hein, je voyais une petite fille à la télévision dans un film qui avait l'air triste, j'avais envie de pleurer. Ça m'impacte également sur mes Ouais. propres émotions en fait. Et donc tout à l'heure, tu as parlé de valeurs. J'ai l'impression que la transmission, c'est quelque chose qui est très important pour toi, comme tu l'as dit. Ouais. Et donc, on a vu sur tes réseaux que tu avais lancé un podcast. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce podcast? Qu'est-ce que tu comptes faire dedans, Alors, etc. pour comprendre un peu qui je suis, ce que je fais, résumé des épisodes précédents, j'ai commencé à parler à 8 ans sur la baraque foraine de mon grand-père. J'ai commencé la radio à 11 ans avec les radios libres. J'ai quitté papa-maman à 17 ans. J'ai vécu dans la rue pendant 1 an et demi. J'en suis sorti. Mais c'était un très bon apprentissage pour moi. Ça m'a permis de comprendre ce qu'était la condescendance. C'est très important. Et après, j'ai bossé en radio, Fun Radio. Je suis monté à Paris. J'aime pas Paris. Je suis descendu en province. J'ai bossé pour Énergie. J'y suis resté 13 ans. Au bout de 13 ans, j'avais fait un peu le tour de la question. On me proposait que d'aller bosser à Paris. Donc, je voulais pas bosser à Paris. Donc, j'ai quitté le groupe Énergie. J'étais cadre dans le groupe. Je gérais des régions. Personne ne comprenait. C'était très drôle. Mais voilà, puis surtout, je me suis dit, il faut que j'arrête de vouloir faire tout le temps la même chose et pas avoir une politique et un développement de carrière vertical, mais qui soit plutôt horizontal. Ok. Faire plein de choses différentes dans ce même univers qui est l'entertainment. Donc, à la suite d'Énergie, je suis parti vivre 1 an et demi en Chine. Je suis revenu, j'ai monté une boîte de production, j'ai produit des DJ, de la musique, des tournées pour Clan Campbell, Absolute, etc., des concerts pour des mairies. Au bout de 7 ans, on faisait 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a déposé le bilan, mais parce que je n'avais pas fait d'études et que manager, gérer une société, ça s'apprend. Donc j'ai compris beaucoup de choses là. J'ai remonté une autre boîte après dans le sport automobile. On s'occupait des fans de village, des grid girls, de l'encadrement, etc. etc. Au bout de 3, 4, 5 ans, j'ai senti que ça commençait à devenir un peu compliqué avec mon associé. Donc j'en suis parti. Et là, maintenant, ça fait 10 ans que je suis à Montpellier et que je monte mon écosystème
et qui me permettent d'essayer d'être proposé le plus de choses. Ok. Donc, je suis speaker, je fais du coup de la formation également sur ces métiers-là. Je fais de la formation sur la prise de parole en public. Du coup, comme je viens à parler avec des entreprises qui, elles, ont besoin de partager avec leurs salariés la communication interne, eh ben, on a commencé à travailler sur des séminaires, sur des conférences, etc. Donc, du coup, je me suis rapproché d'une boîte d'événementiel avec laquelle et pour laquelle je travaille aujourd'hui et laquelle je m'investis et j'investis. Cette boîte faisait des écrans LED, boîte événementielle, alors son technique lumière, écran LED. Et du coup, on s'est dit pendant le confinement qu'il y avait un grand besoin de streaming, il y avait un grand besoin de produire des éléments vidéo. Et donc, on a monté différents studios de production. On en a un à Pézenas. C'est 2 grandes plateformes, 2 grands hangars dans lesquels on fait du streaming, on fait de la formation, on fait beaucoup de choses. Et on va monter un deuxième studio de podcast vidéo dans les studios de Radio One, qui est une radio que je développe également, qui émet de Agde à Montpellier, pour amener la radio aussi dans cette vision transversale de digital plus radio, etc. Donc, à travers ça, je fais un podcast. L'esprit de la radio est de dire on ne fait pas de faits divers, on ne fait pas d'informations anxiogènes, on est plutôt dans le positif. Donc, je reste dans cette notion de positive et je vais chercher des gens qui se lèvent le matin en essayant de faire des choses bien, que ce soit associatif, sportif, culturel, entrepreneurial, etc. Et expliquer non pas ce qu'ils font, mais qui ils sont. D'accord. Et à travers le fait d'expliquer ce que sont les gens, on explique de fait ce qu'ils font. Ok, c'est très intéressant. Voilà. Et donc justement, ça te permet aussi de garder ce côté relationnel et de encore développer tes connaissances. Complètement, ça me permet de rencontrer d'autres personnes tout le temps et pour certains voilà, d'en faire des partenaires, d'essayer de trouver des. Moi, j'aime bien rapprocher les gens entre eux. Je crois beaucoup en l'intelligence collective. Je me lève pas le matin à 5h et je bosse pas jusqu'à 22h tous les jours pour être riche. Je l'ai été. J'ai tout perdu quand je dépose le bilan de ma boîte. J'ai eu la belle bagnole, j'ai eu les belles fringues, j'ai eu tout ce qui était de beau. Ça m'a pas rendu meilleur. Le perdre m'a permis de remettre les choses en perspective parce que tous ceux qui m'aimaient beaucoup quand j'étais riche avaient beaucoup disparu de mon écosystème. Donc ça te remet beaucoup de perspectives dans la vie. J'avais un peu oublié d'où je venais, la rue, etc. aussi. Et donc voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer les choses, de rencontrer des gens. Au milieu, oui, évidemment, je gagne mon argent et c'est normal parce que j'ai une famille, il faut que j'en prenne soin. Mais ça va pas au-delà, quoi. Je m'en fous d'avoir une grosse bagnole, ça me fait pas rêver. Moi, c'est une question sur laquelle j'aime bien finir. Je pense qu'après, tu auras d'autres choses à gérer. Ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, là, pour les 5 ans, 10, 15 ans à venir? Je suis devenu ce que je voulais être. Parfait. La somme de mes erreurs. Et c'est tout ce qui m'a construit. Rester fidèle à ce que je suis, à mes valeurs, continuer tout le temps à avancer, ne jamais devenir ringard, toujours me remettre en question, accompagner. Tu l'as dit, la transmission, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup transmettre ce que j'ai acquis. Après, est-ce que j'ai un objectif? Non. Non. Non, j'ai des envies, j'ai des besoins comme tout le monde. J'ai des craintes, j'ai des peurs. J'en ai plus beaucoup parce que ayant bien morflé la notion de la peur, c'est on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vécu des situations très dures, très, très intenses, violentes. Et du coup, je sais ce que c'est. J'ai plus envie de les revivre, mais par contre, j'ai plus peur. Parce que je sais ce que c'est. Et je suis remonté plusieurs fois, donc j'ai en moi cette capacité. Ça, j'en suis sûr et certain. Par contre, j'ai peur de la maladie, donc je prends grand soin de ma santé. Et c'est compliqué avec la vie que je mène. Donc, voilà, ça fait partie de mes objectifs aujourd'hui. Après, avoir un rêve, j'ai une femme merveilleuse, j'ai des enfants exceptionnels. J'ai la chance incroyable, et je me battrai toujours pour ça, de me lever le matin sans jamais me dire je vais au boulot. J'adore tout ce que je fais et je le fais parce que je l'adore. Tu aimes. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? C'est parfait. Voilà. Je pense que c'est sur cette note d'espoir qu'on peut terminer cette interview. J'ai un peu de travail maintenant. C'est ça. Je vais continuer de te suivre et voir ce que tu fais. Ça roule avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À 23h, fin de la journée. Peu de voix pour toi? Si, ça va. Non, ça va. La voix, ça va très bien. Heureusement, c'était en tout cas extrêmement puissant, extrêmement chaud. J'espère que vous arriverez à percevoir l'émotion, les émotions, l'énergie qu'on peut vivre à travers un événement comme celui-ci. Il y aura un Dynamite MMA numéro 5, numéro 6, numéro 7. Et on se retrouvera sans doute au Dynamite MMA numéro 26. Et d'ici là, restez fidèles au podcast dans la voix de...